On se présente, on va vous parler déjà ce matin, cette fin de matinée, nos façons de faire, notre petite vie, comment on l'a élaborée, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable d'apporter et de vous expliquer. On est spécialisé aujourd'hui dans l'investissement d'immeubles de rapport. Voilà, l'immeuble de rapport. Ça peut faire super peur comme ça, un immeuble. Bon, les mecs ils viennent nous parler d'un immeuble, mais en fait c'est ce qui est le moins risqué quand on veut faire de l'immobilier. Si vous voulez prendre le moins de risques possible, il faut acheter tout de suite un immeuble. Donc on va se présenter, moi je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 36 ans, j'ai une petite fille, donc j'ai une petite princesse, et je suis pacsé à Women Invest, que vous voyez ici en vrai, qui se cache toujours dans les vidéos. Et je suis investisseur donc depuis septembre 2001. Donc depuis 2001, j'avais 19 ans en 2001, j'ai commencé à investir. Je ne savais pas pourquoi j'investissais. Après, j'ai vite compris, c'est le marché qui me l'a dit. Et puis, j'ai développé comme ça cet investissement jusqu'à rencontrer Maud. Et ensuite, ça a été la fusion totale au niveau de l'investissement. Je te laisse te présenter, chérie. Donc moi, je suis Maud Bessonnier, j'ai 37 ans. J'ai deux petits bouts, donc un garçon et une fille. Je suis passée à Laurent. Et je suis, par la même occasion, conseillère en gestion de patrimoine. Donc nos passions, c'est véritablement l'immobilier. C'est ce pourquoi on se lève tous les matins et c'est ce qu'on fait et ce qu'on essaie de faire le mieux et on essaie de l'expliquer. Et en deux, ce sont les voyages. Voilà. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, comme on aime beaucoup voyager, on est obligé de faire beaucoup d'immobilier. Parce que les voyages, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et quand on est à l'étranger, forcément, on n'est pas ici et on ne peut pas le gérer comme on le fait au quotidien. Donc voyage, immobilier, ce sont nos passions. Alors après, on a mis dans le slide pour vous dire un petit peu les qualités et les défauts de chacun. Et ce pour qu'on se complète. Tu veux parler uniquement de mes qualités ou tu veux aussi parler des défauts? Laurent est très très ambitieux, mais à la fois très doué également, dans le sens où il fait de l'immobilier depuis longtemps, il s'y connaît très bien, mais parfois il faut savoir le canaliser, ce qui part un peu dans tous les sens. Donc pour le coup, j'interviens à ce niveau-là et ça permet de temporiser et d'avancer, on essaie dans le bon sens. Exactement. De mon côté, Maud, c'est quelqu'un qui est très patiente. Et ça, c'est super important, c'est une qualité que vous devez avoir. Dans l'immobilier, il faut faire des affaires très vite, mais il ne faut surtout pas se précipiter. Voilà, c'est le mot d'ordre. Et quand on est avec une femme qui est très patiente, c'est hyper facile, parce que moi, je vais trouver 17 biens à la minute, et elle va me dire, attends, on se calme, calme-toi, assieds-toi, je sens que tu n'es pas bien, tu transpires. Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, là, on y va, là, on fonce pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez développer, parce que quand vous allez sortir d'ici, vous allez être tous sur le bon coin, PAP, Logikimo, j'ai sorti, j'ai trouvé un truc, ça me semble bien, etc. Les meilleures affaires sont des affaires qui vont vite, dans lesquelles vous prenez votre temps. Voilà. C'est cette alchimie qu'il faut trouver. Le défaut de Maud, mais comme beaucoup d'entre nous, c'est qu'elle est stressée. C'est-à-dire que comme elle veut faire les choses bien, il faut que ce soit au top, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit la meilleure affaire, la meilleure rentabilité, on ne peut pas se planter, il faut que le locataire il soit content, il faut que machin, etc., 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 et à la fin, il ne faut pas qu'on paye d'impôts. Et bien clairement, c'est un défaut parce que le fait d'être stressé surtout, ça peut empêcher d'avancer. Or, dans votre parcours d'investissement immobilier, il y a des choses qui n'iront pas, il y a des choses qui ne seront pas parfaites. Et il faut accepter pourvu que vous le fassiez. Il vaut mieux que vous preniez une affaire, le financement, vous l'avez eu à 2% et votre meilleur ami, votre collègue, votre voisin, il a dit qu'il l'a eu à 1,6, c'est pas grave. Vous allez renégocier votre prêt, vous allez racheter votre prêt, on va trouver des palliatifs, c'est pas un souci. Il ne faut pas se stresser pour ça. C'est le petit défaut qu'a Maud. Allez, avant d'arriver dans le vif du sujet, du fait qu'on ait, vous l'avez compris, 3 enfants qui ne sont pas du même lit, Maud, elle a 2 enfants, j'en ai 1, on s'est rencontrés, on est arrivé à 5. Et à 5, quand on fait du business, quand on fait des affaires et quand on a des enfants, les enfants c'est 3 ans, 6 ans, 10 ans, on est obligé d'avoir une organisation limite militaire, le truc. C'est-à-dire qu'il faut absolument, là par exemple, on a validé les vacances de l'année 2019. On est obligé de prendre de l'avance sur tout. Parce que si on ne prend pas d'avance, on se fait bouffer, et quand on se fait bouffer, on devient forcément perdant. Donc clairement, on a défini nos priorités. Je te laisse parler des 2 premières priorités. Donc les enfants, forcément. Donc le fait d'investir dans l'immobilier aussi pour nous, c'est une manière de préparer l'avenir de nos enfants. Parce qu'on connaît un peu le contexte actuel. Voilà. Donc pour nous, ça fait partie de nos priorités. Et c'est aussi une autre priorité, c'est nous.
c'est un peu égoïste, mais c'est important pour nous. C'est d'être constamment, de se séduire, d'avancer ensemble, et voilà, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on se crée aussi des moments de voyage que tous les deux, mais des moments avec les enfants bien évidemment, mais ce ne sont pas les mêmes vacances. Voilà, par rapport à ça. Clairement, donc enfant, c'est la priorité des priorités. Si demain on doit visiter un appartement, il y en a un qui est malade de gamin, on arrête tout. On va voir, on s'occupe de notre gamin. Voilà, c'est la priorité. En 3, nos business. Aujourd'hui, on a plusieurs SCI, on en a à l'IR, on en a à l'IS, on a des biens à l'intérieur. On les gère, ce sont nos business, on les gère comme des entreprises. Hein. Une SCI à l'IS, c'est une entreprise. On a une activité aussi donc de coaching avec notre société Consulting ML pour Maud et Laurent. Donc on fait du coaching. Et on fait également de la vente de formation. Donc ça, ce sont nos business qu'on continue à développer par rapport au marché, par rapport à la demande que l'on a. En 4, clairement derrière, les voyages. Hein, c'est nos priorités, mais on les a mis en 4 parce que si on n'a pas nos business, on n'a forcément pas nos voyages, clairement. Donc en 4 sont nos voyages. Et dans nos objectifs, c'est de réserver toujours les prochains voyages. Toujours avoir une idée de ce que l'on va faire et de ne pas être pris au dépourvu. Et puis pour avancer, on a besoin de but. Et le but, chez nous en tout cas, c'est d'avoir des voyages, ça nous permet d'avancer, on en a besoin. Donc pour ça, il faut aussi rentabiliser nos investissements. Donc c'est vrai que pour nous, chaque investissement ou investissement meublé, ou peu importe, nu ou autre, il faut que ça rapporte au minimum 500 € de cash flow. Bon, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, on a un peu augmenté au niveau cash flow, on aimerait que ça rapporte au moins 800 ou 1000 € de cash flow. Voilà, pour nous c'est un minimum, mais ça c'est notre objectif à nous aujourd'hui. Et également la diversification via des SCPI. Bon, après on va pas rentrer dans le vif du sujet, c'est la diversification patrimoniale, dans le domaine de l'immobilier également, mais de la pierre papier. Exactement, donc quand on dit doivent nous rapporter au moins 500 €, c'est qu'aujourd'hui on s'est fixé une base, c'est-à-dire que tous les investissements que l'on ferait qui nous rapportent moins de 500 € par mois, on met autant de temps, le délai il est incompressible. Pour acheter un immeuble qui va nous rapporter 1000 € par mois de cash flow et un autre qui va nous rapporter 500, si ça nous rapporte 500, aujourd'hui on a les capacités de pouvoir partir plutôt sur la première solution. C'est pour ça qu'on a trouvé un minimum de façon à avoir un filtre supplémentaire pour se dire en dessous de 500, on ne regarde pas, ça ne nous intéresse plus, on veut autre chose. Et puis en 3, donc, nos business doivent sans cesse croître pour permettre de nouveaux investissements en banque. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, il n'y a plus de revenus, nos revenus sont nos revenus locatifs. Si nos SCI sont bénéficiaires, si elles gagnent de l'argent, on arrive en banque avec des bilans qui nous permettent de dire « Monsieur le banquier, moi je veux un nouveau financement. Il faut me prêter 100 000, il faut me prêter 300 000, il faut me prêter 500. Pourquoi on vous prête ? C'est simple, monsieur le banquier. J'ai aujourd'hui une SCI, prenez l'exemple de celle-ci. Sur celle-ci, je dégage tant. J'ai une rentabilité dedans, voilà mon prévisionnel dans le temps, et du coup, je demande à ce que vous puissiez me suivre. Au niveau des axes de développement en cours, 1. Les immeubles, investissement en SCI. Tous nos immeubles sont achetés dans des SCI. C'est le premier axe de développement. Alors après, pourquoi dans des SCI? Donc ça, c'est du cas par cas. Nous, on a une situation qui fait qu'on a des enfants de 2 lits différents. Donc pour l'approche transmission, pour éviter l'indivision, etc., les SCI, ça va être beaucoup plus simple par rapport à ça. Donc là, on va un peu plus loin. On peut tout à fait acheter en monopole propre, mais c'est du cas par cas à ce niveau-là. Une SCI à l'IR en monopole propre, ce sera la même chose depuis 4 ans par an. Alors chaque cas est un cas unique, et à chaque fois que vous avancez dans votre vie, une solution à l'instant T, au moment où je vous parle, peut ne plus être viable dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça va dépendre de ce que vous gagnez. Et si vous gagnez beaucoup d'argent avec votre travail, vous avez une forte TMI, tranche marginale d'imposition. Donc tranche marginale d'imposition plus CSG, CRDS nous donne tout de suite un cocktail de beaucoup d'imposition. Donc on va peut-être prendre effectivement un autre régime pour payer moins d'impôts. Si demain vous rencontrez quelqu'un, vous avez une déclaration commune que cette personne ne gagne pas d'argent, vous vous retrouvez avec plus de parts, moins déclarées, ça devient peut-être plus intéressant d'investir en nom propre. Donc chaque cas est un cas unique, et c'est pour ça que l'optimisation fiscale, elle se fait par rapport à l'instant T. On vous a mis un petit cocktail de ce qu'on a déjà fait préalablement. Alors de ce qu'on a déjà fait cette année. Oui, mais les États-Unis, c'était avant. C'était avant. À part les États-Unis, c'est ce qu'on a fait cette année. Également l'investissement dans le LMNP, donc en propre. En fait, c'est ce qui me concerne moi quand j'ai démarré. J'ai acheté un appartement nu que j'ai mis en meublé. Voilà, c'était mon démarrage.
Et ça, c'est important parce que justement, on va en parler juste après. Maud, quand je l'ai rencontrée, elle a acheté un appartement nu. C'est-à-dire, elle s'est dit, moi, je ne veux pas prendre de risques. Je veux faire de l'immobilier. Du coup, je vais acheter un petit appartement avec un petit crédit. Je vais mettre un petit locataire, pas plus d'1,60 m. Elle ne voulait pas, c'était le critère. Et elle s'est dit, avec ça, je vais prendre le minimum de risques. Je ne me mouille pas. C'est-à-dire que j'ai envie de faire de l'immobilier. Hein. En gros, je suis à la piscine. Je ne sais pas quelle est la température. Plutôt que de sauter, je vais mettre le pied. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est le plus grand risque possible, ce genre de solution. Si vous voulez faire du petit, vous prenez le maximum de risques. Ce n'est pas compatible. L'immobilier, c'est j'y vais, je me mets dedans, j'ai des ronds. Nulle part on peut prétendre gagner 500, 700, 1000. J'ai vu des opérations, des fois je vois sur Instagram, le mec, j'étais à la banque, le mec qui m'a prêté, je fais 2000 de cash flow, j'y connaissais un, l'immobilier, il y a 4 jours. On ne peut pas gagner 500 € par mois, soit pratiquement la moitié d'un SMIC, et se dire je vais demander à la banque 40 000 €. C'est pas possible. Tout est en liaison. Vous devez forcément être en liaison avec votre investissement. Si vous voulez gagner 1000 € par mois à vie, il y a 2 possibilités. Soit vous achetez un ticket tac au tac, une chance au grattage, une chance au tirage, vous êtes l'euro élu, vous avez gagné, c'est fait, c'est pour vous. Ou alors vous êtes capable de mettre les ronds sur la table en les demandant à la banque en relation avec les 1000 € que vous allez gagner tous les mois. Il faut que les deux soient compatibles. Quand on vous dit qu'on va gagner minimum 500 € par mois de cash flow, on ne va pas demander à la banque 40 000. Pour 500 € par mois de cash flow, on le verra après, mais on va demander au moins 150 000, 180 000, 200 000. Là où c'est important, c'est que finalement, en fait, si vous voulez, pour être à l'aise financièrement, le secret, c'est d'avoir un peu tout. C'est-à-dire que si vous dépendez d'une seule et même source de revenus, en gros, c'est, et on va en parler, c'est pour ça que l'immeuble par rapport à l'appartement. Demain, j'ai 10 000 € de rentrée locative. Waouh, 10 000 € de rentrée locative, ouais, c'est excellent, je signe. Ouais. On ne t'a pas dit, par contre, c'est un mec, tous les mois, qui va te donner 10 000 €. Tu as un locataire, il te donne 10 000. Ok, d'accord. Par contre, il t'a payé 3 mois, au bout du 3e mois, il ne te donne plus les 10 000. Par contre, toi, tu as demandé un prêt à la banque, tu en as pour peut-être 2, 3, 4, 5 000 à payer à la banque, le mec, il ne te paye plus. Tu as une source de rentrée, tu as une chance sur une qu'à un moment donné, tu te retrouves dans les choux. Si demain, tu as 10 000 € avec 10 personnes qui te donnent chacune 1 000 €, il y en a peut-être une un jour qui ne va pas te payer, voire 2. Allez, tu es très mauvais, il y en a 3 le même mois qui ne te payent pas. Tu as toujours 7 000 qui rentrent. Avec 7 000, aucun problème. Cet avantage d'avoir des SCPI, les SCPI, en gros, c'est de l'immobilier papier. C'est-à-dire qu'on va acheter effectivement des parts de sociétés qui font de l'immobilier avec des rendements. On ne va pas gagner d'argent à l'instant T. Par contre, l'avantage d'avoir un peu d'SCPI, un peu de location LMNP, un peu d'immeubles, un peu de locaux, un peu de parking, fait que si un jour, il y en a un qui ne va pas, à la place d'être all-inclusive, on sautera que le petit-déj dans notre hôtel. Ça ne va pas changer notre quotidien. On aura un petit peu moins, mais on aura toujours de l'argent qui va rentrer. Quand on va vers les SCPI, on est effectivement dans, comme le dit Maud, de la diversification. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'exploser, gagner beaucoup plus d'argent. Mais par contre, on va se dire, je veux prendre le moins de risques possible, donc j'ajoute à mon arc une flèche supplémentaire. C'est la dilution de risque. Hein. Parce que les parts de SCPI, vous achetez des parts de plein de choses. Donc s'il manque des locataires à tel ou tel endroit, dans telle petite partie que vous avez achetée, c'est largement compensé par les autres. Mais on en revient à la même chose que pour un immeuble. Vous en achetez 3 ou 4, vous diluez le risque. Il en manque 1 ou 2, vous n'allez pas être stressé parce que les autres vont compenser vos charges. Et de la même manière que la colocation, où s'il en manque un sur 3 ou 4 chambres, ça passe aussi, vous diluez complètement le risque. On est assez partisan de la diversification. Je pense que tout ça, ça se rejoint un petit peu. Et ensuite, au niveau des axes de développement, c'est développer également tout ce qui est nos business, on disait tout à l'heure, tout ce qui est coaching. C'est vrai que nous, on aime beaucoup le partage, les échanges, on y tient. Vraiment, on n'est pas libertin, par contre, par rapport aux questions qui pourraient se poser. Ou, c'est vraiment ça qui nous lie d'autant plus avec les gens, c'est vraiment qu'on a besoin de ce côté contact. Je dis bien professionnel, dans l'immobilier, ou dans les investissements, quels qu'ils soient. Allez, quels sont les avantages à investir en couple?
J'ai précisé ou bien entouré dans l'immobilier. Le but en sortant de cette salle, c'est pas de trouver un partenaire. C'est pas ça l'idée. Par contre, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a vraiment des avantages à investir quand on est bien entouré. Donc quand je dis en couple, ça peut être avec votre papa, avec votre maman, avec votre frère, avec votre sœur, avec un entourage, vous faites partie d'un groupe, où vous vous sentez bien, ou enfin vraiment des gens qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous dire oui, c'est possible. Et qui ne vont pas vouloir simplement vous protéger en vous disant ne le fais pas. Voilà, ne le fais pas, tu risques, comme ça tu risques rien. Voilà. C'est vrai que si tu le fais, tu risques de gagner de l'argent. Ce serait con quand même. Merde, parce que moi j'ai pas réussi. En un, se sentir rassuré. Le fait qu'on investisse à deux, ça rassure. C'est-à-dire que l'investissement dans l'immobilier peut faire peur. On discutait tout à l'heure, on a discuté, Audrey, je discutais avec beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que quand je vous dis au téléphone, la première fois, dans les 5 premières minutes, tu vas acheter un immeuble, déjà, il y a des palpitations, quoi. On sent, il y a des plaques qui arrivent, on n'est pas bien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'investir à deux fait qu'on va se rassurer l'un l'autre. Voilà. Quelqu'un qui est très ambitieux, quelqu'un qui est plutôt posé, ça crée un équilibre. Si vous arrivez à trouver un équilibre avec un conjoint, avec un ami, avec ce que vous voulez, fait que vous allez pouvoir mettre vos avantages et pallier les inconvénients de l'autre. Et du coup, ça crée une alchimie comme ça qui permet de tirer vers le haut. Donc ça permet aussi d'avoir un mindset de fou, hein, ça revient un petit peu à ce qu'on dit là précédemment, où chacun propose sans cesse des idées, des décisions qui sont prises ensemble et qui sont ambitieuses. Ça permet de canaliser, de poser les choses, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc c'est vraiment le partage. Et vous le retrouvez également par exemple lors d'organisation où vous allez parler avec des personnes qui ont le même état d'esprit, les mêmes envies, et ça permet finalement de garder vraiment un mindset. Ça permet d'augmenter la capacité d'emprunt. Voilà, c'est pas un scoop, hein, clairement. Je suis tout seul. Si je gagne 1400 € par mois, j'ai une capacité d'emprunt. Au moins pour mon premier investissement. Je vais voir la banque, ils n'ont pas de recul sur moi. Ils vont calculer soit ma capacité d'emprunt, mes 33% d'endettement, ou mon reste à vivre. Ça dépend comment je vais positionner mon projet. On pourra en parler si vous voulez dans le détail en networking, tout ça. Mais clairement, je suis tout seul. J'ai une rentrée. On est deux, j'ai 2 rentrées. Donc forcément, ça permet d'augmenter réellement la capacité de financement. Alors, si vous n'avez pas de chéri, si vos parents sont complètement réfractaires, si vous n'avez pas de frères et sœurs, déjà, vous n'êtes pas bien barré, hein, mais bon, on va dire, vous y êtes pour rien. Il y a toujours la possibilité de créer une SCI et d'avoir un associé dans la SCI. Vous créez une SCI, vous faites 50-50 au niveau départ, vous vous retrouvez à avoir une capacité d'investissement qui est double, comme pour un couple. Alors attention, ça a l'avantage de pouvoir faire le projet. C'est un inconvénient d'être propriétaire que de la moitié et de bien s'entendre avec l'associé. Parce que si demain le mec il veut se barrer, il faut avoir la capacité financière pour acheter ses parts. Donc attention. Mais c'est vrai que le fait de s'entourer, ça permet d'augmenter sa capacité d'emprunt. Ça permet aussi d'avoir chacun des rôles. Bon, pour nous, c'est complètement naturel. Hein. Ça s'est fait naturellement. On a chacun nos tâches. Voilà, on n'empiète jamais sur les plateformes de l'eau. Donc on a, je pense, nos atouts, et également nos défauts, mais nos expertises. C'est vrai que je peux avoir une expertise peut-être plus dans la gestion de patrimoine, dans la recherche des biens, c'est souvent moi qui recherche un peu les biens. Après, il va visiter les biens, souvent, voilà. Tout ce qui est travaux, c'est plutôt Laurent également. Mais on a défini le rôle très naturellement. Donc ça, c'est important aussi quand on investit en couple, bien entouré, où il y a une SCI, de ne pas trop être les uns sur les autres, parce que ça peut vite amener à des frictions. Et puis l'avantage, c'est d'être partout tout le temps. C'est-à-dire que l'avantage d'être en couple, c'est que pendant que je vais m'occuper des travaux, Maud va commencer à chercher le nouveau bien. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est tout seul, effectivement. On est sur une tâche, on est monotâche. Si on veut être bon dans une chose, on peut en faire qu'une. Et le fait, effectivement, d'être entouré ou d'être en couple, fait qu'on peut prendre de l'avance sur la prochaine tâche, tout simplement. Allez, la stratégie. Devenir bon, pour moi, signifie simplement tout programmer à l'avance. Pourquoi je veux faire de l'immobilier? Parce qu'on m'a dit que c'était bien. Hein. Franchement, moi, j'aimerais bien en faire parce que tout le monde dit que c'est bien, donc je vais le faire. Non, ça vaut rien. C'est quoi ton objectif? Je voudrais être indépendant financièrement. Ok, ça veut rien dire. Indépendant, c'est quoi? Il y a des gens avec 300 € par mois, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils touchent le RSA, ils sont chez eux, dans le canapé, ils ont CanalSat, ils sont indépendants financièrement, les mecs. Donc l'idée, c'est de toujours avoir une stratégie. Et pour avoir une stratégie, il faut à la base se fixer un objectif. Un objectif en termes de temps, un objectif en termes d'argent. C'est nécessaire, c'est utile, c'est indispensable. Sinon, c'est comme si je vous disais, là maintenant, vous prenez votre bagnole et vous roulez. Vous ne savez pas où vous allez.
Moi, si je prends ma voiture, j'ai un GPS, j'ai une destination, c'est mon objectif. Je sais combien de temps je vais mettre, mon objectif temps, et je sais où est-ce que je vais passer pour arriver à ma destination. Dès lors où dans votre tête, l'objectif il est clair, la stratégie, elle peut être mise en place. Quand j'ai quelqu'un au téléphone, je lui dis, c'est quoi ton objectif? Ah, je veux 600 € par mois. Moi, je pense que c'est bien 600 parce que j'ai vu 500, c'est pas terrible, 6 c'est rond, c'est pas mal. Ça ne tient pas la route. Il faut déterminer votre objectif. À partir de l'objectif, on met une stratégie. Si tu veux 3 000 € par mois, on va mettre une stratégie. Tu as intérêt à être costaud, tu as intérêt à avoir les moyens et tu as intérêt à être motivé. Si tu veux 300 € par mois, tu as ton travail en parallèle, le soir, on va bosser un peu, on va s'appeler, tu vas faire tes visites, tu vas la voir. Dans 6 mois, tu as tes 300 € par mois, il n'y a aucun problème. On a déterminé l'objectif de temps, savoir définir le moment où vous serez libre financièrement, si l'objectif c'est la liberté financière. Voilà, moi je veux être libre financièrement. Et l'objectif d'argent, calculer le montant qu'il vous faut pour être libre financièrement. Moi je vais parler à des gens qui me disent, moi ce qui m'intéresse, pour être libre financièrement, il faut absolument que j'ai une Maserati. Parce que moi, il me faut une Maserati, sinon je pense que j'ai raté ma vie. Ok, Maserati, ça coûte 1500 balles par mois, plus l'entretien que tu multiplies par 2, plus l'assurance, et plus l'essence que tu dois mettre dedans. Donc déjà, objectif, tu es déjà à 3000 balles juste pour la voiture. Après, il va te falloir le logement. Ouais, mais moi, le logement, je m'en fous. Limite, ma voiture, elle coûte plus cher que mon appart, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est une belle voiture. Donc on détermine le montant qu'il faut à la personne, et derrière, on va pouvoir déterminer la stratégie. Après, c'est de savoir justement qu'est-ce que vous recherchez comme type de bien. Parce qu'il y a plein de biens qui existent, un immeuble, location courte durée, les locaux pro, faire de la coloc, faire du... Enfin voilà. Donc c'est de savoir quelle est la stratégie. Bon, après, je pense qu'il faut un petit peu de tout, mais après, il faut démarrer par quelque chose. Donc vraiment, il faut se fixer des objectifs par rapport à ça. Et également, quel secteur géographique? Est-ce que vous allez plutôt miser sur des grandes villes, auquel cas il va falloir avoir une capacité d'emprunt un peu plus conséquente, et ça risque de jouer sur la rentabilité qui sera moins importante. Donc, c'est de voir un petit peu où les villes de seconde zone, périphérie, ou alors est-ce qu'on est sur le Grand Paris ou pas. C'est exactement ça. En fait, moi j'ai beaucoup de personnes qui nous demandent et qui nous disent « Ouais, Laurent, j'ai vu Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Ah, j'ai vu l'Espagne en ce moment, ça explose. » Mais déjà déterminer l'endroit, parce que est-ce que tu vas être capable tous les matins d'aller faire une réunion de chantier à Dubaï ou à Barcelone? Est-ce que tu connais le marché là-bas? Parce que Dubaï, c'est comme chez toi. Je sais pas, si demain tu habites Montpellier, à Montpellier, il y a peut-être des quartiers où il faut investir, et il y a peut-être des quartiers où on te le donne, tu ne le prends pas, quoi. Tu le prends pas. Dubaï, c'est pareil. Dubaï, il y a des quartiers où il ne faut peut-être pas investir. Barcelone, il y a peut-être des quartiers où il ne faut pas investir. Et du coup, qui mieux que vous connaissez votre secteur? Pour un premier investissement immobilier, vous connaissez le secteur. Vous savez ce qu'il y a autour. Vous connaissez la réputation du quartier. S'il y a des travaux, vous pouvez vous déplacer en un moins de temps. Si les locataires ne sont pas contents, vous les changez, vous êtes là. Premier investissement immobilier, il est là où on se trouve. On se familiarise avec l'immobilier. Question. On l'a dit un peu précédemment, quel montant vous faut-il pour devenir libre financièrement? Comment devez-vous vous y prendre et par quel genre d'investissement pouvez-vous y parvenir? Alors pour nos pistes, donc ça c'est propre à nous, c'est notre façon de voir les choses aujourd'hui. Il faut bien démarrer par quelque chose, mais en tout cas nous c'est plutôt l'achat d'immeubles. Alors l'immeuble fait peur, voilà, très bien, parce que j'ai commencé un appartement, je l'ai mis en meublé, mais il est vrai qu'on peut trouver, alors pas dans les grandes villes, mais en périphérie, on va dire, d'achat d'immeubles qui sont avec on va dire un prix au démarrage qui est tout à fait cohérent, et où on peut trouver un cash flow qui est très très bon. Mais du coup, il est vrai qu'on a eu comme tout le monde parfois des soucis un petit peu de loyer impayé ou des choses comme ça, mais on n'est pas du tout stressé. Parce qu'au final, les autres loyers compensent largement ceux qui ne sont pas payés, ou alors la vacance locative ou autre. Ce que vous n'aurez pas finalement sur un logement seul. Voilà. Ouais, clairement, préférer l'achat d'immeuble plutôt que d'appartement, comme le dit Maud à juste titre, effectivement, c'est ça, c'est que le délai il est incompressible. Voilà. Même que vous achetez un appartement ou que vous achetez un immeuble, le délai d'achat est exactement le même. On va vous le montrer dans le slide d'après. J'ai des lois qui me protègent, moi, quand j'achète, loi Scrivener, etc., qui font que, de toute façon, je suis très bon ou je suis très mauvais, le temps minimum est le même si j'achète un appartement diffus ou si j'achète un immeuble. La différence, c'est que si j'achète un immeuble avec 3 appartements dedans,
Et si j'achète un appartement, donc j'en ai qu'un, bah, j'ai été 3 fois plus vite avec la première solution. Je suis déjà à 3, au bout de mon temps qui est incompressible. Donc la première chose, on préfère l'achat d'immeubles parce qu'effectivement, notre développement de patrimoine va plus vite, notre cash flow va forcément plus vite, et notre risque, notre dilution du risque, elle est meilleure parce qu'on a plusieurs rentrées locatives pour un seul et même crédit, comparé à l'appartement où on a une rentrée locative simplement pour payer notre crédit et nos charges. Pour ce faire, c'est également de rencontrer régulièrement des experts. Après, c'est vrai que nous, par exemple, dans l'immobilier, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais on va dire qu'on sait des choses, mais on s'entoure aussi d'experts. Je pense qu'après, chacun a ses spécialités. Encore une fois, on évolue avec le temps. Notre patrimoine d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 10 ans. Donc je pense qu'il faut l'adapter. Donc on va avoir en tout cas un avocat fiscaliste, on a notre comptable, on a un notaire avec qui on s'entend très bien. Donc, je pense que c'est des relations qu'il faut avoir sur du long terme, d'avoir vraiment une proximité avec des experts de ce style. Souvent j'entends Laurent, un avocat fiscaliste, putain c'est cher quoi. Le mec il m'a pris 280 €, j'étais le voir, il m'a dit asseyez-vous, il m'a payé un café, j'ai payé sur 4 fois. Et je lui ai posé une question, il m'a répondu et je suis parti. Moi, je pense que c'est un vrai investissement pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans l'immobilier, elle en parlait à juste titre tout à l'heure, Audrey. On est habitué à 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, c'est des sommes qu'on gère. Demain, moi, si je veux acheter une télé, j'achète la télé, je ne sais pas combien ça vaut une télé, imaginons je veux une belle télé, ça coûte 500 €. Voilà, j'achète une belle télé, je suis un fou, j'arrive, Maud va me dire t'es complètement dingue, on n'a pas besoin de ça, c'est n'importe quoi, comment on va faire pour vivre à la fin du mois, tout ça. Ouais. La télé, elle me plaît plus, je la vends. Ah, j'ai peut-être perdu 50 balles, 100 balles, 150 balles, je m'en remets. Demain, j'achète un immeuble, j'achète de la merde. Maud, elle me dit ah, on n'aurait pas dû acheter ça, parce que quand même, du salon, on voit les étoiles. Il manque un toit. Quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Je fais, ok, d'accord. Là, on s'est planté, on fait comment, là? Premier effet qui se coule, on perd du fric. On va être obligé de trouver à côté de l'argent pour pouvoir payer. Donc, on va vite vendre. Donc, on va vite paumer de l'argent. Il faut trouver l'acheteur. Et là, il va tomber avec des gens qui sont comme ça en face, et on va acheter pas cher. Et le deuxième effet qui se coule, si on veut garder, c'est que on ne peut pas réinvestir. Comment on va expliquer à la banque qu'on perd des ronds sur un premier investissement immobilier? On va leur dire, par contre, maintenant, il va falloir nous faire confiance, là, on s'est échauffé, là, je pense qu'on tient le bon bout. Deuxième affaire, vous allez voir, on va gagner des ronds. Ça ne marche pas comme ça, l'immobilier. C'est pas possible. Donc, clairement, le fait d'aller voir un comptable pour avoir un bon prévisionnel, qui tient la route, sur lequel on ne se ment pas. C'est pas genre, je vous promets, je vais faire 800 € de cash flow parce que j'ai prévu une rentrée locative à 3 000 alors que le secteur, il en nécessite que 2 000. Comptable. Derrière, expert comptable, est-ce que je crée une SCI? Est-ce que j'achète en nom propre? Derrière, je vais voir un avocat fiscaliste. L'avocat fiscaliste, je vais lui poser mes questions. Je vais dire, voilà, écoutez, moi aujourd'hui, on est pacsé, on a un testament, on n'a pas de testament, je suis marié, je suis célibataire, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, du même lit, pas du même lit. Je mets tout sur la table. En gros, je vais voir le concessionnaire automobile, je lui dis voilà, j'ai pas d'enfant, moi je suis un jeune, j'ai envie de m'éclater, je vais aller sur la Côte d'Azur, il me faut une bagnole. Le mec, il va pas me vendre un 4x4 familial pour aller dans les bois. Il va me vendre un super cabriolet pour crâner sur Cannes, etc. Il a compris ce que je voulais. L'avocat fiscaliste, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, bah vous, attention, vous n'avez pas du même lit. Ça veut dire que si demain vous achetez et Maud, elle décède, bah moi, je me retrouve propriétaire d'un immeuble avec son ex. Et son ex, je pense que c'est pas la folie entre nous. Après, je m'avance peut-être un peu. Autour d'une petite cacahuète, on peut faire un truc. Mais j'ai pas envie de tenter. Et l'avocat fiscaliste, que j'ai payé 200 balles, 300 balles, 400 balles, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rajouté une clause dans les statuts de ma SCI d'agrément qui dit que si Maud, peut-être toucher un peu d'assurance vie, mais bon, si Maud elle vient à décéder, je suis propriétaire de l'ensemble immobilier. Dans la gestion après. De toute façon, à pas pouvoir, parce que sachant que j'ai des enfants étant mineurs, donc ça sous-entend que leur papa serait l'administrateur légal, donc il se retrouverait sans doute à gérer un petit peu les conflits, la gestion. Donc le fait de mettre des clauses particulières dans les statuts par rapport à la SCI, ça permet de mettre des choses spécifiques pour qu'ils puissent, lui, gérer, avoir la gestion, même si après, de toute façon, de nature, ce sont mes héritiers, donc il y a une réserve héréditaire compressible, ils auront leur part.
Mais au moins dans la gestion, le temps qu'il soit majeur, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, tout va bien. On a 36 et 37 ans. On prend un crédit sur 20 ans. On achète un immeuble à 500 000 balles. Dans 20 ans, on a 56 et 57 ans. Il arrive quelque chose à Maud. Je dois 250 000 € à son ex. La moitié de 500 000 aux enfants. Clairement. Par contre, 20 ans avant, j'ai été voir un avocat fiscaliste. Je lui ai fait un chèque de 280 €. Il m'a rajouté la clause. Je vais aller à l'enterrement, parce que quand même... Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que, clairement, il faut faire une différence, et vous le comprenez tous, on vous parle souvent sur les eaux actifs, passifs, c'est quoi les actifs, c'est quoi les passifs, ceci, cela. Il faut distinguer investissement et dépense. La journée d'aujourd'hui, c'est un investissement. Vous avez tous dépensé de l'argent aujourd'hui, vous investissez sur vous-même. Tout ce qu'on est en train de vous dire, vous pourriez le retrouver sur YouTube, sur machin, etc. On en a parlé, Robin, hier. Par contre, avant de le trouver, vous allez passer 4 semaines. Parce que vous allez taper ça, vous allez avoir un sujet, puis dans le sujet, on traite de ça, mais on traite aussi d'autres choses. Donc vous avez une info. Et vous, vous en fallait 10. Le fait d'être dans un séminaire comme ça fait que finalement, ouais, effectivement, putain, là, j'ai eu tout ce que je voulais. En plus, je peux poser mes questions, etc. Ça, c'est de l'investissement. C'est pas une dépense. Je pense que ça peut être un petit peu plus cher au niveau des places. C'est mon avis perso. Ouais. Allez, slide suivante, s'il te plaît, Audrey. Alors là, on en arrive effectivement au délai qui est incompressible. On vous a expliqué qu'acheter un appartement, acheter un immeuble, c'était exactement le même temps. C'est de la psychologie, tout ça. Si on ne veut pas acheter un immeuble, c'est parce qu'on se dit, ouais, un immeuble, tout de suite, c'est la tour dans le quartier avec 17 000 locataires. Le mec, un immeuble, c'est 2 logements, c'est 3 logements. C'est 3 logements avec les 2 logements qui vont payer votre crédit, vos charges, qui vont rendre l'opération blanche, et le 3e, il vous fait votre cash flow tous les mois. Un immeuble, c'est la possibilité de se dire, il y en a un qui ne me paye pas, ok, les 2 autres, ils payent mes charges, mon crédit, moi, je peux continuer à partir en vacances. C'est ça un immeuble de rapport. Donc au niveau du délai du processus d'investissement, immeuble ou appartement IFU, on a vu montrer que finalement c'est la même chose, parce que vous signez un compromis de vente, vous avez un délai de répatriation de 10 jours. Derrière, vous avez un délai pour l'obtention de prêt bancaire, c'est souvent ce qu'on appelle la clause suspensive de 45 jours, mais qui peut être parfois décalé un petit peu en fonction de ce que vous allez notifier dans la clause suspensive. En général, c'est comme ça. Bon, après, il y a les gaz, il y a tout ça à faire, mais on va dire, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, il y a le délai d'offre, vous allez recevoir vos offres de prêt, et vous allez donc avoir un délai qu'on appelle le délai primaire, minimum 11 jours, pour, donc, entre le délai où vous le réceptionnez et vous le renvoyez, maximum 30 jours. Donc après, vous avez fait un petit récapitulatif. Après, voilà, je vous ai mis en fait donc ça, c'est le délai incompressible. J'achète un appart, j'achète un immeuble, voilà, je suis soumis, c'est la règle. Elle nous protège, les lois nous protègent généralement. Alors attention, je mets un bémol, si vous achetez en professionnel, c'est pas du tout les mêmes règles. Ok ? Ça, c'est pour du particulier. Derrière, imaginons, prospection, 15 jours. Signature compromis de vente, 15 jours. Donc entre le moment où j'ai voulu passer à l'action et le moment où je signe le compromis dans l'agence, il s'est passé 1 mois. Ça tient la route. Ensuite, j'ai signé mon compromis, j'ai expliqué dans mon compromis que je voulais 2 mois pour pouvoir trouver mon crédit bancaire. C'est la condition. Donc, en 2 mois, j'ai mes démarches de banque. Après mes 2 mois, il se passe 1 mois où là, si c'est un compromis tournant, c'est-à-dire il y a le notaire de l'acheteur, il y a le notaire du vendeur, le temps que tout le monde se mette d'accord. Ouais, mais moi, j'ai pas eu les papiers, mais moi, il me manque les diagnostics. Ouais, mais moi, tu comprends, je suis pas là. Ouais, mais moi, je fais le pont. Il nous faut 1 mois pour avoir tout le monde autour d'une table. Les travaux, derrière, on imagine qu'on a 1 mois de travaux. On a 1 mois pour faire des travaux, on a acheté un truc, c'est propre, mais on fait de la rénovation, on fait des travaux. Casting locataire, on met 15 jours. Premier loyer, on le touche 15 jours après, là, il s'est passé 6 mois. Il s'est passé 6 mois entre le moment où on a recherché le bien et le moment où on est propriétaire. Alors, il y en a, ils vont mettre que 1 mois pour la banque et ils vont mettre 2 mois de travaux. Ou il y en a, ils vont avoir le casting locataire, ils vont toucher leur loyer tout de suite, mais ils vont mettre 3 mois de travaux. Après, tout se bouge, hein. Il n'y a pas de règle. C'est de la déco 1 mois, mais après c'est... Exactement. Donc, si je respecte mon processus, j'achète un appartement par un appartement. Là, à la fin de l'année, j'ai 2 appartements si je suis motivé comme un dingue. Si j'ai acheté un immeuble avec 3 appartements dedans, là, à la fin de l'année, j'ai 6 appartements à la fin de mon année. Et c'est là où la différence, elle va se faire. C'est là où le cash flow, il va se faire. Et c'est là où votre durée d'indépendance va se faire. On a parlé tout à l'heure, vous vous rappelez, du moment où il fallait quantifier l'objectif en termes d'argent et en termes de temps. Si vous voulez être indépendant financièrement dans 3 ans,
Comment vous pouvez faire en achetant appartement par appartement? C'est ingérable. Vous allez vous retrouver avec 6 appartements dans 3 ans. Avec 6 appartements dans 3 ans, je ne pense pas que vous puissiez être indépendant financièrement. Sauf si, encore une fois, le chiffre que vous avez trouvé dans votre indépendance financière, il est vraiment carré. Donc, comparatif immeuble versus appartement. Tu veux faire lequel, appart ou immeuble? L'appartement, comment laisser un loyer, donc le risque en cas de vacances locatives impayées, on a un locataire, voire deux, si c'est en couple. Donc c'est un petit investissement, peu de potentiel de développement. Si par exemple on veut faire de la coloc, des oiseaux, etc., si on a un petit appartement, ça va être compliqué. Donc c'est par rapport à l'objectif, si l'objectif c'est la liberté financière, forcément ça va être beaucoup plus lent dans le développement du patrimoine. Quand j'ai rencontré Maud, elle me dit tu vas être comme un dingue, je suis en train d'acheter un appartement. Ok, accroche-toi, je suis en train d'acheter. Elle a acheté un appartement en nu qui fait 35 mètres carrés et elle l'a passé en meublé. Elle était comme une dingue. Elle me dit là, je sais pas, on va en parler sur quelle génération de trucs. Et puis je suis arrivé, je lui ai dit mais en fait t'as pris un sacré risque. Elle me dit ouais je sais mais moi je suis ambitieuse. Non je dis non t'as pris un risque qui n'est pas calculé. Parce qu'aujourd'hui tu travailles, tu as un salaire. Tu t'achètes un appartement, tu le passes en meublé, c'est génial, on va pas payer d'impôts. Par contre le locataire il est tout seul dedans. S'il est un peu intelligent le locataire, toutes les lois protègent les locataires aujourd'hui. Le locataire il décide de payer 1 mois, 2 mois, puis il ne paye plus. Non il n'a pas envie. L'appartement, là ça ne lui plaît plus, il va partir en 6 mois. Il ne vous paye pas. Vous avez le droit d'engager une lettre de relance, une mise en demeure, une lettre de commandement de payer, de partir au référé, d'organiser derrière le fait de le sortir de l'appartement. Pendant ce temps-là, il se passe du temps, vous n'êtes pas payé. Donc le fait d'avoir un appartement avec un locataire, une source de revenus, fait que vous prenez le maximum de risques possible. Vous avez une chance sur un jour de ne pas être payé. Moi, si on me dit j'ai une chance sur un jour d'être malade, je vous dis le truc, je le fais pas. C'est pas possible. Ça va être complètement fou. Donc j'ai rencontré Maud. Donc elle était vachement contente. Déjà, c'était le premier truc. Et ensuite, j'ai vu son appartement. J'ai dit, tu vois, ton appartement, il est vitré de partout. C'est ouf. C'est un carré, son appartement. Il y a une chambre à gauche. Il y a une entrée. Il y a une fenêtre. Il y a une autre fenêtre. Et une petite cuisine. J'ai dit, putain, mais là, on va mettre 2 cloisons. On va faire une chambre. Et de cette chambre, on va faire une coloc de 2. Donc ça, c'est prévu pour l'année prochaine. Donc là, actuellement, son appartement, il lui coûte, je crois, 506 € par mois. Non, c'est quoi le crédit de l'appart? J'ai 406 € de prêt, j'ai une rentrée à 590. Donc bon, quand après, vous... Voilà, c'est une opération blanche, on envoie les charges, etc. Voilà. Mais en vacances locatives, par exemple, je suis ma poche. Quand on... Voilà, effectivement, vacances locatives, c'est-à-dire que quand le locataire part, le temps de trouver un nouveau locataire, s'il se passe 15 jours, 3 semaines, 1 mois, là, c'est Bibi qui raque. Mais c'est surtout qu'il se trouve dans une ville où la coloc, je pense que... C'est une ville qui est étudiante, 75 000 habitants, CHU, centre commercial, tramway, enfin le truc, plus de demandes que d'offres. On va mettre 2 cloisons dans l'appartement. Au lieu d'avoir un loyer, on va en avoir 2. Moi, je m'en fous du montant. À la rigueur, si c'est le même montant que je suis toujours en opération blanche, ça me va. J'ai 2 loyers. S'il y en a un qui fait défaut, j'ai le deuxième. Du coup, je prends beaucoup moins de risques. Et je peux développer mon patrimoine comme ça. Je peux aller voir la banque. La banque, elle va dire, attendez, monsieur Boutillier, vous êtes gentil, mais vous nous avez demandé un financement, puis un deuxième, puis un troisième. Si les locataires, ils ne payent pas, je leur dis, il n'y a pas de problème. Tous mes investissements, 70% de mes charges sont payés par... 70% de mes rentrées locatives sont payées par 100% des charges. Clairement, tous. Ce qui veut dire que si j'ai un ensemble immobilier avec 3 locataires, il faut que mes 2 premiers locataires me payent pour me rendre blanche mon opération. Le 3e va être celui qui va me créer mon cash. Donc clairement dans l'année, si je suis bon, je fais du cash. Si je suis moins bon, je suis en opération 0. Ce qui me permet d'aller voir la banque et de dire, ouais, cette année j'ai été bon, je veux un autre investissement. Ou cette année j'ai été moyen, je veux un autre investissement parce que j'arrive quand même à payer. Et donc, quand je dis que dans l'immobilier, ce qu'il faut, c'est se jeter, y aller. Tout est après rattrapable. Il y a 2 possibilités. Soit on était capable de faire une autre pièce, on garde l'appartement parce que maintenant on a 2 locataires et on va avoir du cash. Si son appartement, il était en opération blanche, on revend. Terminé. On ne s'embête plus avec ça. 2 opérations possibles, on décide. Donc l'immeuble, c'est plusieurs loyers, dilution du risque. Alors,
je vous vois peut-être vous préparer vos questions, vous allez me dire, ouais, c'est bien Laurent, t'es vachement sympa comme mec, mais par contre, tu nous dis, un appartement, il y a un locataire, 3 appartements, 3 locataires, bah ouais, mais si un appart, ça vaut 50 000, un immeuble, ça vaut 150 000. Donc en gros, tu es en train de me dire que si j'investis 3 fois plus, j'ai 3 fois plus de chances d'y arriver. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Si vous achetez un appartement qui vaut 100 000, si vous achetez un immeuble dans la même ville, vous aurez peut-être un immeuble à 200, 210, 220 000. Parce que les parties communes, elles sont les mêmes. Vous n'allez pas faire une partie commune par appartement. Quand vous faites construire un ensemble, si vous faites un appartement ou si vous en faites 3, c'est pas la règle de 3. Si vous allez voir un constructeur, il ne vous dit pas bah, c'est 100 000 pour le premier, par contre si vous en prenez 3, c'est 300 000. Mais non. Donc clairement, plusieurs loyers égale dilution du risque. L'investissement de départ est par contre effectivement plus grand. Si vous achetez un appartement à 80 000, trouver un immeuble à 80 000, ça dépend des secteurs géographiques, c'est déjà un peu plus compliqué. Plus grand potentiel de développement. Si j'achète un immeuble et qu'il y a un petit peu de terrain autour, je peux créer des places de parking, je peux créer des box. S'il y a un sous-sol, je peux créer des caves. S'il y a un grenier, je peux créer encore du stockage. L'idée, ça va être de trouver de la surface qu'on va pouvoir louer. Alors attention, pas aux locataires existants, à d'autres locataires. L'idée, c'est toujours avoir le maximum de rentrées locatives. Je m'explique. J'ai un immeuble. Rez-de-chaussée, j'ai un appart. Premier, j'ai un appart. Deuxième, j'ai un appart. Par contre, devant, j'ai 6 places de parking. Qu'est-ce qui se passe? Je vais louer une place de parking à mon rez-de-chaussée, une place de parking à mon premier, une place de mon parking à mon deuxième. Les 3 autres, je suis dans la ville, je vais les louer. Je vais les louer aux personnes qui sont dans la même rue que moi, qui n'arrivent pas à se garer. 60 € pour la première, 60 pour la deuxième, 60 pour la troisième. J'ai plus 3 locataires dans mon immeuble, j'en ai 6. J'ai encore dilué mon risque d'être impayé. Si j'ai un locataire qui ne me paye pas, mais que j'ai toujours les 2 autres, et j'ai mes 6 places qui sont louées, je suis encore en train de faire du cash flow. Demain, dans ce même immeuble, j'ai un sous-sol avec des caves. Le locataire, il me dit « Ouais, moi, votre appart, il me plaît, par contre, j'ai pas de bagnole. » Et en plus, franchement, je suis pas fanat des brocantes le week-end, donc la cave, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon truc. Pas de souci. Je vais sur wistock.fr. Je vais sur Internet. Yes. Je vais sur Wistock et puis je dis, bah voilà, j'habite à Perpignan, j'ai pas l'accent comme ça, mais... Et j'ai 3 caves à mettre en location. Mes caves, cette fois-ci, c'est plus des mètres carrés, c'est des mètres cubes. Une cave, ça se loue au mètre cube. J'ai pas 2,5 mètres carrés, mais j'ai 5 mètres cubes. Bah, peut-être que je vais trouver un locataire pour louer ma cave 45, 50 ou 55 €. Et je vais encore diluer mon risque en ayant un locataire supplémentaire. Alors à la question de dire, Laurent, dans ces cas-là, pourquoi on n'achète pas des places de parking? Il suffit d'en acheter 60, j'ai 60 locataires, j'ai dilué mon risque. Bon, c'est pas la bonne réponse, parce que clairement, je l'ai exposé un petit peu tout à l'heure, 10% de cash flow sur une place de parking qui vous rapporte 80 € par mois, c'est pas pareil que 10% de cash flow sur un appartement qui vous en rapporte 400 ou 500. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à prendre à avoir un locataire supplémentaire s'il me fait faire 500, 600, 700 € de cash flow dans mon immeuble. Par contre, je ne suis pas prêt à prendre un locataire supplémentaire pour gagner 8 balles sur une place de parking. En conclusion, tous les avantages, vous avez entendu, liés à l'acquisition d'un immeuble. Petit crédit plus petit locataire plus petit loyer égale plus grand risque. Yes. Alors on en arrive sur l'objectif, ça c'est important. On a tous dit, bah voilà, nous en fait on est là aujourd'hui parce que ce qu'on veut c'est être indépendant financièrement, c'est notre truc. Maintenant pour être indépendant financièrement, je vous ai dit, il faut qu'on calcule ce dont on a besoin. Les besoins de chacun, ils sont différents et les priorités sont différentes. Il y en a qui ont un budget fringue à 1000 balles par mois. Il y en a avec 1000 balles, ils s'habillent pendant 10 ans. C'est à vous de faire vos calculs. Et là on a tenté, pour une personne seule, de calculer ce dont elle a besoin. Et si elle avait ce montant, elle ne serait plus obligée d'aller travailler. Donc, libre financièrement. Donc on a vu 2660 €, c'est le montant du cash flow. Alors attention, je vous préviens tout de suite, dans les 2660 €, je n'ai pas mis les impôts. Il y en a qui payent des impôts, il y en a qui ne payent pas d'impôts, il y en a qui vont me dire je suis à 10 points, l'autre qui va me dire je suis à 30, l'autre qui va me dire... Donc je ne pourrais pas faire un tableau avec 17 000 cases. Alors, clairement, pour arriver à 2660 € chaque mois de cash flow avant impôt dès le premier mois. Pour ça, il vous faut 1 million d'euros de patrimoine. 1 million, waouh Laurent, c'est énorme, tu te rends compte, 1 million, comment je vais faire pour avoir 1 million d'euros de patrimoine? Je ne vous parle pas 1 million d'euros fini de payer.
Je vous parle que la banque vous prête 1 million. C'est-à-dire que si vous sortez de cette salle et qu'une banque vous dit « Ok, je vous suis pour 1 million », vous êtes à 2660 € de cash flow. Tout de suite, maintenant. Dans 20 ans, quand vous aurez fini de payer, vous aurez vos 2660 € de cash flow, plus le montant des rentrées locatives. J'ai plus de crédit en face. OK? Pour avoir 1 million, ça peut être donc 20 appartements à 500 € par mois. 20 appartements, c'est pas compliqué. Quand on achète quand on achète 5 immeubles à 200 000, dans un immeuble, j'ai 4 appartements. J'en achète 5, j'en ai 20. J'ai vu qu'il me fallait 6 mois pour acheter un immeuble. Il m'en faut 4. Dans 2 ans, on se revoit tous ici, on est tous indépendants financièrement. J'ai 20 appartements, 500 € par mois, j'ai pris une taxe foncière de 10 000 €. Quand vous ne connaissez pas la taxe foncière, je sais, il y a plusieurs politiques, mais il faut toujours donner quand même des indices. Il y en a plein qui me disent « Ouais, c'est pas ça, parce que moi tu comprends, la taxe foncière, machin, la rentrée locative, 1 mois de loyer. » PNO, c'est l'assurance propriétaire non occupant. Quand vous achetez un immeuble, si vous louez, vos locataires doivent avoir une assurance pour leurs biens. Vous, en tant que propriétaire, vous devez avoir une assurance pour l'enveloppe. 2 000 € par an pour 20 appartements. Les travaux d'entretien, j'ai pris 2 000 € par an, ce qu'on appelle les travaux d'entretien courants par la rénovation. On imagine qu'ils ont été rénovés, les appartements. Donc, un groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude, une poignée, un peu de peinture dans les parties communes, bref, de l'entretien. Si j'ai 1 million sur 20 ans, ça me fait 5 172 € par mois de mensualité. Je suis à 1,6 avec 0,30 d'assurance. Avec ma taxe foncière ramenée au mois, avec mon assurance, avec mes travaux, je suis à 6 340 € de charge. C'est-à-dire que tous les mois, mes appartements, pour les payer, les 20, il faut que je fasse un chèque tous les mois à la banque de 6 340 €. Si j'arrive à rentrer 6 341 €, mon projet, il est valable. Si je loue mes appartements 500 € par mois, j'ai une rentrée locative à 110 000 €. J'ai enlevé un mois. Je suis parti sur 11 mois. 10 000 fois 11, 110 000. On a toujours de la vacance locative. Le locataire, Maud l'a dit tout à l'heure, il part, l'autre il vient, il va se passer un délai. Vous expulsez un locataire, mais vous aviez tout loué l'année dernière, vous perdez du temps, vous avez une vacance locative. Je pars sur 110 000. 110 000, ça me fait, divisé par 12, 9 167 € par mois. Je rentre 9 167, je sors 6 340, j'ai une différence de 2 660 €. Vous arrivez à vous faire financer 1 million d'euros, vous respectez les étapes du processus comme on l'explique, et vous êtes sur un cash flow à 2660. Pourquoi j'ai pris 20 ans? Pourquoi je n'ai pas pris 15? Pourquoi je n'ai pas pris 25? D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre 15, 20, 25? Et est-ce que vous savez pourquoi on dit toujours qu'il faut prendre le maximum de temps possible? Est-ce que quelqu'un a une réponse par rapport à ça? Ouais. Meilleur cash flow et taux d'endettement plus bas. Meilleur cash flow, taux d'endettement plus bas, exactement. On a plus d'écart et effectivement, comme on a une petite mensualité, on a un taux d'endettement qui est plus bas. Alors, on va faire un pendu, les gars. Si j'emprunte 200 000 sur 20 ans, je vais rembourser 1 000 € par mois. Si j'emprunte sur 25 ans, je suis à 833 € par mois. Si j'emprunte sur 15 ans, je suis à 1 300 € par mois. À 200 000, si j'ai une rentabilité à 10%, j'ai 2 000 € de rentrée locative par mois. 2 000. Alors là, ils vont me dire, ouais, mais attends, Laurent, t'es gentil, mais moi, si j'emprunte sur 25 ans, les 200 000, et ils vont me revenir à 400 000. Super, j'ai acheté un immeuble, en fait, j'ai créé une affaire pour la banque. Mais ça, c'est le raisonnement que tu peux avoir quand tu es un acquéreur immobilier. Quand c'est ta maison, ta résidence principale, à toi. Tu achètes ta maison, tu dis, moi, je vais acheter ma maison, je vais travailler tous les mois pour payer ma maison, je veux la payer le plus vite possible et qu'elle me coûte le moins cher possible. La différence entre 15 ans et 25 ans, c'est les intérêts. Quand on est un investisseur en immobilier, on cherche deux choses. Payer le moins cher possible tous les mois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, déduire le maximum de choses quand on va déclarer nos impôts. Si j'ai
2000, donc 10% de 200 000, j'ai 2 000 € de rentrée locative par mois. J'ai 24 000 par an. Les 24 000, il va falloir que je déduise un petit peu de travaux pour payer moins d'impôts. Qu'est-ce que je vais pouvoir déduire de plus? Des intérêts d'emprunt. Plus j'ai d'intérêts ici, là, plus je suis content. Je vais payer moins cher tous les mois, j'ai un gros cash flow et en plus, je vais payer moins d'impôts. Elle est pas belle la vie. L'idée, c'est toujours d'aller chercher le financement le plus long possible pour se créer de la charge, payer moins d'impôts et faire plus de cash flow tout de suite. Le mec qui vous dit « je suis investisseur immobilier », les 200 000, je les ai pris sur 15 ans parce que moi, dans 15 ans, je veux gagner des ronds. Ah, c'est bien. Tu as 30 ans aujourd'hui, dans 15 ans, tu en auras 45. Tu n'as pas l'impression que les meilleures années, c'est en ce moment? Tu n'as pas l'impression que c'est maintenant qu'il te faut de l'argent? Tu n'as pas l'impression que c'est maintenant qu'il faut qu'on gagne des ronds? Parce que quand moi, je vais aller voir la banque, et que je vais dire à la banque, je fais un cash flow de 1166 € par mois. Je vais aller voir la banque. Je vais dire maintenant, il faut me prêter parce que là, c'était ma première affaire à 200 000. Attention, j'ai suivi la formation à Laurent et Maud. Je vais faire un investissement à 500 000, monsieur le banquier. Mais regardez sur ma première affaire, 1002. Le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, montrez-moi quand même le dossier qui tienne la route. Mais 1002 de cash flow sur ma première affaire. Si je prends sur 15 ans, 700 € de cash flow. J'ai un locataire qui ne paye pas. 0. Je vais voir le banquier. J'aurai 500 000. Il me dira, ouais, mais attendez, monsieur, ici, on est sérieux. Repassez quand vous aurez suivi la formation de Lorraine. Vous avez compris la différence, c'est ça l'idée. En tant qu'investisseur, n'ayez pas peur avec l'argent. C'est des grands montants, étalez-le le plus longtemps possible. Savoir s'enrichir, c'est savoir s'endetter, mais de façon intelligente. N'essayez pas d'avoir des crédits pour des crédits. Les gens qui font des crédits, il y en a plein qui peuvent vous en vendre. Les Cofinoga, les machins, les ceci, je vais vous prêter 10 000 balles. L'autre, il veut un jouet pour Noël, on fait un crédit. Tu veux des meubles, on va faire un crédit. Tu veux une télé, on fait un crédit. Là, il n'y a pas d'intérêt, c'est du passif, tout ça. Là, vous misez sur de l'actif. Les 200 000, qui soient payés dans 25 ans, dans 30 ans, dans 20... On ne va pas engager sur 3 générations non plus, hein, le crédit. Hein, mais ça fait quoi? Vous gagnez tous les mois. Donc l'idée à retenir, c'est ça. C'était un peu long, hein, mais la précision était utile. Donc la passage nécessaire, c'est quand même la banque. Donc on va passer sur ce point-là assez succinctement, mais c'est quand même un point vraiment important. C'est bien le dossier bancaire. C'est hyper appréciable d'avoir un dossier qui tient à la route, tout est détaillé. On connaît l'impact fiscal, le cash flow, les détails sur vos relevés de compte. C'est des détails, mais c'est des détails qui sont importants pour le banquier. Donc tout ça, voilà, c'est vrai que nous, on détaille tout le projet, que ce soit la présentation, l'annonce immobilière, le taux du projet, ça peut être important, d'autant plus quand on est investisseur, c'est pas la première fois qu'on investit, il faut rassurer le banquier. La situation géographique dans la ville, au niveau des commodités, tout ce qui est le train, etc. Enfin, voilà, c'est des choses très importantes pour le potentiel, le quartier, et donc l'analyse financière précise et détaillée, ce que je disais, hein, tout ce qui est relevé de compte, le cash flow généré, etc. Donc après on fait un point de vue fiscal bien évidemment, la plus-value estimée en cas de revente, vraiment l'affaire que l'on fait, le potentiel futur et l'importance du relationnel avec le conseiller bancaire. Il ne faut pas avoir peur de changer de banque. Et puis vous avez conseiller en banque et vous avez directeur d'agence. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Un directeur d'agence peut avoir une délégation, c'est-à-dire qu'il peut avoir une signature. Un directeur d'agence peut avoir une signature à, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, 400 000, 500 000, 700 000, 800 000. Ce qui veut dire que vous arrivez avec votre projet, vous arrivez à le séduire, vous avez un accord. Ça a pris le temps du rendez-vous. Vous avez un conseiller en banque, il va dire bah, je vais faire remonter. Alors s'il est bon et s'il croit en l'immobilier, il va vraiment faire remonter. Par contre, s'il a tout vu, il a tout connu, la révolution et tout, et qu'il ne croit pas en l'immobilier, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas en face du bon interlocuteur. L'interlocuteur, comme disait Maud, elle a complètement raison. Il va falloir que vous puissiez cibler. Moi, souvent, on me dit, Laurent, quelle banque finance? Je dis toutes. Par la poste. Toutes les banques financent. Ça dépend de l'interlocuteur. Si vous vous êtes planté dans l'interlocuteur, vous avez pris rendez-vous avec la secrétaire ou avec un mec qui n'y connaît rien ou qui n'a pas envie de vous financer. Vous n'aurez pas de financement. Vous pouvez avoir le plus beau dossier avec du bleu sur le côté, un logo, un prévisionnel, faites-vous plaisir. Le mec qui n'y croit pas, faire Ouais. Sinon, vous allez me prendre une carte bleue ou pas?
Parce que ça l'intéresse, le mec. C'est là-dessus qu'il a les objectifs. Le lundi matin, il arrive, son chef lui dit « Tu m'as fait combien de domiciliation de salaire ?»« Oh, j'en ai pas fait, chef. »« Ok, les cartes. Ah, j'en ai fait 6. Je suis bon sur les cartes. Vous venez le voir. Il y croit pas. » Savoir qu'un prêt immobilier pour une banque, ça rapporte rien. C'est tous les produits annexes, notamment l'assurance du prêt, l'assurance de la banque. Ça va être tous les frais de garantie, les frais de dossier, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se négocient. Mais il faut savoir que ce sont tous les produits annexes. Également l'activation des comptes vis-à-vis des clients, c'est d'avoir des cartes en effet, de domicile le salaire, etc. Donc, tout se négocie au préalable. En ce moment, l'argent, on vous le donne. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. En ce moment, la banque vous donne l'argent. On vous prête de l'argent à 1,4, 1,5, 1,6. J'ai commencé à investir en 2001, j'étais à 5,7. J'étais en taux variable. J'étais soumis à l'Euribor à 3 mois CHF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la bourse anglaise, elle montait, mon taux, il montait. J'étais KP2. Ça veut dire que mon taux, il pouvait monter à 7,70. Voilà ce que ça voulait dire. Mes mensualités étaient les mêmes, mais si je remboursais 1000 et que j'avais 300 € d'intérêt pour la banque et 700 € de capital pour moi, bah, je passais à 350 pour la banque et 650 € de remboursement pour mon capital. On était en 2001. Et on faisait des affaires. Et on était contents. On était heureux. Ah, je vais payer 3 fois mon immeuble. Je suis content. La banque, elle m'a suivi. Après, on nous a dit, vous pouvez renégocier votre taux. Alors là, du coup, bah, moi, j'ai été voir ma banque. J'ai voulu renégocier. La banque, elle m'a dit, non, nous, on aime bien que vous nous donnez 300 € par mois. On ne va pas renégocier. Je dis, bah ouais, mais par contre, votre petit copain qui est à côté, lui, il veut bien me le racheter, mon prêt. Puis, pour la même durée, bah, je paye 100 € de moins tous les mois sur la durée restante. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, vous faites ce que vous voulez. Ok, bah, je vais voir en face. Puis après, les taux ont descendu. Et maintenant, on est à moins de 2%. J'ai même vu des prêts à moins de 1%. Qui est-ce qui prend le risque? Imaginez, inversez la tendance. Demain, c'est vous qui avez l'argent. Vous devez prêter à la banque. Est-ce que vous prenez un risque de prêter à une banque pendant 25 ans? Si tout se passe bien, vous avez gagné 1%. Au bout de 25 ans, qui le fait? Levez la main. Personne prête. Pourtant, les banques vous prêtent. Donc, bien sûr que c'est difficile d'avoir un crédit à la banque. Parce que même vous, vous ne le feriez pas. Vous ne prêteriez pas. Moi, je vous dis, maintenant, vous me donnez 500 000, il y aura peut-être des impayés, mais si tout se passe bien, à la fin, il te restera 1%. Tu vas me dire, mais je suis complètement malade, je ne te prête pas, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, c'est ce qu'on demande à la banque en ce moment. Donc, bien sûr qu'il faut arriver avec un dossier qui sort du lot. Bien sûr qu'il faut arriver avec un dossier qui tient la route. Bien sûr qu'il faut arriver avec un dossier qui donne envie aux banquiers. Quand je sors de la banque, quand on sort de la banque, le banquier, il connaît le bien qu'on va acheter aussi bien qu'il connaît son appartement. J'investis, regardez, mon bien, voici les photos de l'annonce. Ok. Voici les photos du couloir qui mène au deuxième appartement. Ouais. Voici les photos de la cuisine. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous dire dans quel quartier il est, quelquartier.com. Vous tapez, vous regardez, vous avez tout à proximité. Il est à 3 minutes 26 de la première maternelle. Il est à 10 minutes d'une école primaire. Il est à moins de 15 minutes d'un collège. Il est à côté de la gare SNCF. Il est à 20 minutes en voiture d'un centre commercial qui emploie plus de 5000 personnes. Autrement dit, monsieur, mon bien, vous savez où il est, vous savez à quoi il ressemble. Et je suis en train de vous dire qu'il va se louer plus vite que les autres et mieux que les autres. Parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Honnêtement, monsieur, vous voulez faire des affaires? J'ai une affaire à vous proposer. Qu'est-ce qui fait qu'on ne ferait pas affaire ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on ne ferait pas affaire ensemble? Il a toutes les billes. Alors évidemment, vu comme ça, le banquier va dire, bon, si en plus j'ai un dossier complet, lui il est bien, j'ai envie d'aller plus loin. Ben on va aller plus loin. Je vais lui présenter mon calcul. Combien je vais gagner de cash flow? Avec le prix affiché, le prix négocié, le prix super négocié. C'est-à-dire que je vais arriver, et puis avec un dossier, je vais lui dire, si j'achète mon bien 200 000, voilà combien je vais gagner tous les mois. Mais 200 000, c'est le prix affiché, monsieur le banquier. Moi, je ne vais pas l'acheter à ce prix-là. Parce que moi, je vais négocier. Si je l'achète à 180 000, voilà combien je vais gagner. Waouh! Ouais, effectivement, là, ça vaut le coup. Et je vais même vous mettre une hypothèse si je l'achète à 150 000. Parce que si je suis très bon. Et je vais calculer le rendement, je vais calculer le cash flow, et je vais prouver à la banque et la rassurer que je suis capable de payer son crédit. C'est-à-dire que les 200 000 balles qu'elle me prête, sur 25 ans, mon bien est capable de lui payer sa dette. Je suis capable de la rembourser, quoi qu'il arrive. Même si j'ai un locataire de moins, même si mon bien est se loue que 10 mois sur 12. Bref, j'ai un dossier béton. C'est ça un dossier béton. Un dossier béton, c'est pas je gagne 120 000 € par an et je vais acheter un appart de 40 000. Tout le monde sait le faire, ça. Vous ne serez jamais indépendant avec ça.
Achetez un appart de 40 000, faites-vous plaisir, vous travaillez à côté, à la retraite, vous aurez un petit 150 balles qui tombe, vous êtes content, vous avez fait votre mission de vie, sentiment du devoir accompli. C'est pas ça notre stratégie. Notre stratégie, c'est aujourd'hui, l'argent, on me le donne, mais par contre, sous condition. Si aujourd'hui, vous faites une affaire avec la banque, c'est vous qui faites l'affaire. C'est pas elle. Alors dites-moi, vous, à chaque fois que vous allez faire un deal avec quelqu'un, vous êtes sûr d'être perdant. Est-ce que vous le faites? Personne ne le fait. Pourtant, la banque, elle est perdante. Ce qui va rassurer la banque, et pourquoi elle vous le propose, vous pouvez me dire, attends Laurent, si la banque ne gagne pas d'argent, pourquoi elle fait des bénéfices la banque? Je ne vois pas. Ah, c'est simple. Un jour, vous n'allez pas payer votre crédit, vous allez avoir des intérêts. Vous allez domicilier vos salaires. Qui dit domicilier les salaires dit, vous allez avoir une carte bleue, vous allez dépenser. Un jour, vous allez partir à l'étranger comme nous. Et du coup, vous allez créer des intérêts. Vous faites on a été à Dubaï, là, 7% de frais. OK. À un moment donné, tu as besoin d'un prêt, bah, tu vas voir ta banque, etc., etc., etc. Et tu vas faire marcher la banque. Et la banque, elle va gagner de l'argent comme ça. Toutes les ventes annexes, tout ce qui se passe autour. Demain, tu as un peu de rond, bah, tu prends une assurance vie. Et ta banque, elle t'a prêté, tu es bien avec, tu aimes bien ton conseiller, vous me proposez quoi en assurance vie? Moi, je vous propose tant. OK, je vous mets 10 000 balles. Elle t'a récupéré comme client. En te donnant le prêt, elle t'a racheté comme client. Les banques veulent des clients. Nous, on veut du financement. On a quelque chose à trouver entre les deux. Parce que ça peut vous paraître insurmontable. Vous allez dire l'immobilier, putain, il faut que je trouve un bien. OK, il faut que je signe. Faut que j'aille chez le notaire. Il faut que je trouve un financement à la banque. Il faut que je sois banquier. Après, il faut que je trouve un locataire. Il faut que je sois multicasquette. J'ai besoin de tout. Je gère des assurances, des biens, etc. Mais c'est 6 mois de votre vie, les gars. Pendant 6 mois, c'est dur. Après, c'est l'encaissement des loyers à vie. C'est-à-dire que vous arrêtez d'encaisser vos loyers au moment où vous décidez de vendre votre bien. Vous voulez garder votre bien, vous encaissez. Vous voulez plus de loyer, vous vendez. Mais vous avez bossé pendant... Là, c'est 1 an. Là, hein. On a mis 3 mois de travaux sur celui-là. Vous avez bossé dur pendant un moment donné. Après, c'est acquis. C'est-à-dire que ici, clairement, là, n'arrivez pas à payer votre prêt à la banque. Pendant 1 mois. Pendant 2 mois. 3e mois, ça commence à envoyer des courriers. Et après, vous rétablissez la situation. C'est passé 3 mois. On ne va pas vous retirer votre bien. Hein. Il est toujours à vous. Vous avez eu un moment difficile, mais vous continuez. C'est à vous. L'encaissement des loyers, là, c'est à vie. Jusqu'au moment où vous décidez de vendre. Donc, travaillez dur sur une courte période et après, vous encaissez.